Bonjour, je vous propose une explication du livre de Christian Orange qui s'intitule « Enseigner les sciences, problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe ». Tout d'abord, Christian Orange insiste bien sur ce point fondamental que la science part toujours d'un problème. Gaston Bachelard, qui est son mentor, dit « Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. » Ce point est fondamental quand on fait de la didactique des sciences ou quand on enseigne les sciences en classe, puisque cette citation signifie qu'avec les élèves, nous devons toujours partir du problème ou de la question qui a amené au savoir savant que nous connaissons aujourd'hui. Le problème est donc au cœur des savoirs scientifiques. Et c'est là toute la difficulté ou tout l'art d'enseigner les sciences ou de faire de la didactique des sciences, c'est de trouver la question ou les questions qui ont amené les scientifiques à trouver les réponses que nous connaissons aujourd'hui. Conclusion donc, pour que les élèves fassent des sciences, il est nécessaire de les engager dans des problèmes scientifiques. Tout d'abord, la plus grande difficulté et ce qu'il faut faire d'abord et en premier lieu, c'est de partir d'une question qui fait réellement problème. On verra tout à l'heure que certaines questions que l'on pose aux élèves, en définitive, ne font pas problème. Alors un exemple, explique comment ce que tu manges peut donner des forces à tout ton corps. Alors ça, c'est une explication, en tout cas une question qui est une réelle question scientifique et qui n'a rien à voir avec, par exemple, décris par où passent les aliments que tu ingères. Alors décris le trajet par lesquels, décris le trajet pour que suit les aliments que tu ingères, n'amène pas vraiment, j'allais dire, à des réponses qui sont des réponses scientifiques. À la rigueur, ce que vous allez transmettre aux élèves, ce sont des mots de vocabulaire que vous allez placer sur un trajet, ce qui est très bien d'ailleurs, mais qui n'est pas en soi une question scientifique. Par contre, vous allez par exemple demander aux élèves pourquoi manges-tu? Alors pourquoi manges-tu n'est pas une question en soi non plus scientifique. Souvent, une question qui commence par pourquoi n'est pas une question scientifique, ou en tout cas l'est très rarement. C'est possible, mais c'est très rare. Je rappelle qu'une question qui commence par un pourquoi est souvent une question plutôt philosophique, spirituelle ou religieuse. Donc, partir de la question pourquoi manges-tu est un bon début pour, vous allez voir ensuite, produire ou créer une question qui soit réellement scientifique. Donc si vous dites à une classe pourquoi mangez-vous, les élèves vont dire pour avoir des forces, bon, pour grandir, très bien. Et à partir de ces réponses, vous allez pouvoir enfin formuler une question réellement scientifique. Vous allez voir qui amène vraiment à une vraie réflexion, à un processus d'explication qui est beaucoup plus élaboré. Si un élève vous dit « je mange pour grandir », alors la question scientifique que vous pouvez en déduire est « comment ce que tu manges te permet de grandir ?» ou « comment ce que tu manges permet de donner des forces à ton corps ?» Voilà, ça ce sont vraiment des questions scientifiques qui sont, j'allais dire, bien plus ambitieuses que simplement décrire un trajet par lequel passent les aliments. Alors donc il y a plusieurs types de questions, vous l'avez compris. Il y a les questions dites anatomiques, par exemple comment est constitué ton tube digestif, voilà, ou de quoi est fait un volcan. Voilà une autre question descriptive. Elles sont intéressantes à un certain moment, mais on ne peut pas s'arrêter à ce genre de questions pour faire des sciences avec les élèves. Donc les questions anatomiques sont des questions qui poussent à raconter un trajet, une histoire. Que deviennent les aliments que tu manges, par où ils passent, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis vous avez les questions explicatives, alors ça c'est les questions dont on a parlé tout à l'heure, comme comment ce que nous mangeons nous permet de grandir, comment ce que j'ai mangé peut-il donner des forces à tout mon corps. Alors ça ce sont de réelles questions scientifiques, des questions dites explicatives. Les questions anatomiques ont encore une fois peu d'intérêt. Alors, il y a trois types de questions qui ne se valent pas. Donc, je continue à expliciter ce que j'ai commencé à développer tout de suite. Les questions induisent un certain type de réponse. Donc, focaliser les élèves sur le trajet, par exemple, ne leur permet pas de prendre en compte l'utilisation par l'organisme des nutriments.
Parce que si vous dites je mange du pain, je bois de l'eau ou je mange des pommes, ça passe par l'œsophage, puis ça va dans l'estomac, ça va dans l'intestin, etc. Eh bien, vous ne faites que décrire un trajet des aliments jusqu'à l'anus, qui ne permet en aucun cas de comprendre qu'à un certain moment, ces aliments traversent les intestins pour aller dans le sang. Donc, souvent, si on pose la question aux élèves de savoir par où les aliments passent, ils vont vous faire une représentation d'un trajet, et à tort, à cause de la question qu'on va poser, on va déduire que les enfants ne donnent aucune signification à la nutrition. C'est-à-dire qu'on va se dire, alors c'est vraiment étonnant, dans la classe, aucun ne dit que les aliments passent par les intestins, puis vont dans le sang, etc. Alors forcément, la question est très mal posée et par conséquent, les élèves sont incapables, à partir d'une question comme par où les aliments passent, de dire que les aliments, à un moment donné, sont obligés de traverser, à un moment donné du trajet, quelque chose pour aller dans le sang et ensuite apporter aux cellules, par exemple, l'énergie nécessaire. Alors que si vous posiez la question comment ce que tu manges te permet de grandir ou comment ce que tu manges te permet de te donner de l'énergie ou des forces, alors nécessairement les enfants vont se dire que les aliments doivent bien passer à un moment donné à travers le trajet pour aller distribuer partout dans le corps les aliments, par exemple aux cellules. La dernière question, par contre, conduit les élèves à travailler un problème explicatif reliant fonction, la nutrition permet un apport de matière et d'énergie, et fonctionnement, comment ça marche pour y parvenir. Alors là, encore une fois, nous sommes dans un vrai problème. Alors les caractéristiques d'un problème scientifique maintenant. L'enquête scientifique commence toujours par l'invention d'un monde possible ou d'un fragment de monde possible. Alors ça c'est important, ce mot possible. C'est-à-dire que les scientifiques, mais aussi les élèves en classe, vont essayer de décrire un modèle qui, à partir de ce qu'ils savent, à partir de ce qu'ils connaissent, à partir d'analogies qu'ils feront par rapport à leur quotidien ou à leur vécu, vont essayer de construire un monde possible qui permette d'expliciter une question comme celle que je viens de dire, qui est comment ce que tu manges te permet de donner des forces. Alors, Christian Orange dit bien que les sciences, en cela, ressemblent aux mythes, puisqu'il s'agit d'inventer pour expliquer. Ça, c'est toujours la base d'un déroulement scientifique. J'invente pour expliquer. Et puis, évidemment, cette invention va être soumise à la controverse, va être soumise aux arguments adverses, vont être soumis aux analogies, pour essayer de voir la force, la robustesse du système explicatif. C'est pour ça qu'il y a une grande différence tout de même entre les mythes et les sciences, parce que pour la pensée scientifique, l'imagination n'est qu'un élément du jeu, alors que pour un mythe, l'imagination est seule maîtresse du jeu. Donc à chaque étape d'une explication d'un système, il lui faut s'exposer à la critique et à l'expérience pour limiter la part du rêve dans l'image du monde qu'elle élabore. La démarche scientifique confronte sans relâche ce qui pourrait être et ce qui est. C'est le moyen de construire une représentation du monde toujours plus proche de ce que nous appelons la réalité. Alors cette démarche-là, on verra qu'on peut tout à fait la réaliser avec les élèves. À partir du moment où les élèves, par exemple, par groupe, imaginent un système qui permette d'expliciter la raison pour laquelle ce que nous mangeons nous permet de donner des forces, eh bien ce système va être soumis à la critique des autres élèves pour essayer de voir si ce qui est proposé est possible ou non. Donc pour travailler un problème, les élèves énoncent des explications qui prennent sens dans une certaine vision du monde, faite de présupposés considérés comme allant de soi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le registre explicatif. Donc par exemple, il va de soi que si les aliments font un trajet dans le corps, il va de soi que ça doit passer nécessairement par quelque chose de fermé qui ressemblerait par exemple à des tuyaux. Il va de soi que si ce que je mange me permet de grandir, ou si ce que je mange me permet de donner des forces, il va de soi qu'à un moment donné, ces aliments vont traverser le trajet pour aller dans le sang, par exemple, qui permettrait de distribuer à tout le corps les nutriments. Donc voilà, par exemple, le genre de présupposé que les élèves pourraient émettre pour répondre à la question posée. Donc les connaissances des élèves sont produites à partir du registre empirique. Le registre empirique, c'est ce qu'on vit dans le quotidien, et du registre explicatif. Donc par exemple, je vois donc dans mon registre empirique que
mon papa a un tuyau dans lequel l'eau passe pour arroser son jardin. Peut-être que, dans ces conditions, moi aussi j'ai des tuyaux dans le corps qui permettent d'expliquer comment est-ce que ce que je bois peut circuler dans mon corps. Voilà, donc ça c'est le registre empirique qui induit un registre explicatif. Alors, exemple d'une connaissance empirique et explicative. Eh bien, voilà un autre exemple, pardon. Comment se fait-il que, quand on boit une grande quantité d'eau, nous avons très vite envie d'uriner? Alors, il y a une explication très spontanée. Un tuyau mène directement le liquide du tube digestif à la vessie. Voilà. Donc ça, c'est une explication spontanée. Une explication scientifique, c'est que je bois de l'eau, ça va dans le tube digestif, ça va dans le sang, puis au niveau de l'intestin grêle. Voilà. Le volume de sang le volume de sang augmente, il est plus important, et il y a la formation au niveau des reins, à partir du sang, d'une urine plus importante. Alors ici, pour avoir ces explications qui sont ou des explications spontanées ou des explications scientifiques, eh bien on a des références empiriques, c'est-à-dire j'ai mon expérience quotidienne, quand je bois beaucoup, j'ai envie d'uriner. Voilà, ça c'est mon expérience quotidienne. Dans ces conditions, je dois peut-être avoir un tuyau qui fasse que quand je bois, eh bien l'eau va dans mon tube digestif et directement dans la vessie, par exemple. Et puis la référence explicative, eh bien c'est pour transporter du liquide, les tuyaux peuvent tout à fait faire l'affaire. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple du tuyau du papa dans son jardin. Alors, des conceptions des élèves aux obstacles épistémologiques. Alors, la notion d'obstacle épistémologique est une notion très importante en didactique des sciences. On l'utilise énormément. C'est un terme, c'est un jargon qu'on utilise entre enseignants pour désigner tout ce qui empêche un élève d'accéder au savoir, en tout cas de construire un savoir nouveau. Alors, s'intéresser aux conceptions des élèves, puisque c'est ce que vous allez faire avec les élèves, c'est-à-dire permettre aux enfants d'avoir un temps pour représenter ce qu'ils savent. S'intéresser aux conceptions des élèves, ce n'est pas s'étonner banalement que les élèves ne sachent pas, mais comprendre qu'ils sont capables de développer à partir de leurs connaissances des explications cohérentes et intelligentes, structurées par leur culture quotidienne. Je vous donne un exemple. Si vous dites à des élèves, est-ce que c'est l'air chaud ou l'air froid qui est le plus lourd? Eh bien, les élèves vont s'appuyer sur ce qu'ils connaissent, sur les références de leur quotidien pour répondre à cette question. Et vous aurez dans votre classe certainement un ou deux élèves qui diront « Ah, quand il fait chaud, j'entends souvent mes parents dire « Qu'est-ce qui fait lourd aujourd'hui ?» Donc, si, quand il fait chaud, mes parents disent « Qu'est-ce qu'il fait lourd ?» c'est que l'air chaud est certainement plus lourd que l'air froid. Donc, vous voyez que ici, les conceptions, les connaissances des élèves leur empêche d'accéder à la vérité scientifique, et donc c'est ce qu'on appelle typiquement ici un obstacle épistémologique. Alors il faut le faire chaque année, voilà, vous avez de nouveaux élèves, chaque année il faut que les élèves prennent conscience de leur représentation, et surtout de la raison pour laquelle ils ont la plus grande difficulté à accéder à la vérité scientifique. C'est-à-dire qu'on va, avec les élèves, décortiquer les analogies qu'ils utilisent, et la raison pour laquelle ces analogies sont fausses dans ces conditions. Donc, les explications leur rendent difficile l'accès au savoir, ce sont donc des obstacles épistémologiques. Souvent, on dit que lorsqu'on a identifié en tant qu'enseignant un obstacle épistémologique, eh bien, cet obstacle épistémologique conduit à la formulation d'un objectif obstacle. On voit bien que c'est un oxymore, évidemment, puisque normalement, un objectif, c'est ce qu'on peut atteindre, et un obstacle, c'est ce qui nous empêche précisément de l'atteindre. Et cet objectif obstacle sera, j'allais dire, l'alpha et l'oméga, ce que vous allez essayer d'atteindre, ou ce vers quoi vous allez tendre, lors d'une séance de la séquence. Voilà, ça c'est l'idéal, ce que je suis en train de vous dire, c'est l'idéal d'une séquence de sciences, c'est-à-dire qu'une séquence de sciences se décline en plusieurs séances, et chaque séance tourne autour d'un objectif obstacle qui lui-même est déduit à partir d'un obstacle épistémologique que vous auriez identifié lorsque les élèves ont énoncé leur représentation, lors par exemple d'une controverse. Alors, comment abandonner les conceptions initiales? Alors, pour abandonner les conceptions initiales, il faut passer par des étapes de la controverse. Vous allez voir que je vais expliquer tout de suite, et être assez rigoureux dans le passage de chacune de ces étapes. Alors, d'abord, il faut discuter les travaux des élèves. Et pour ce faire, on va passer par la controverse. La controverse qui n'est pas vraiment un débat, en fait, puisqu'il ne s'agit pas que les élèves confrontent des arguments contre d'autres arguments, mais qu'à chaque représentation
d'un groupe, par exemple, les élèves discutent, critiquent ce qu'ils voient, non pas en disant ce que eux savent, mais en disant si ce qu'ils voient leur semble possible, impossible, probable ou improbable. Alors, quelles sont les différentes étapes de la controverse? Eh bien, dans un premier temps, la première étape sera le repérage. Alors, qu'est-ce que c'est que le repérage? C'est comprendre et identifier d'abord les idées des autres. C'est absolument essentiel de se confronter à l'autre et à ses idées pour admettre que ses propres idées ne sont peut-être pas justes, ou peut-être sont à discuter aussi, puisque l'autre ne va pas avoir la même représentation du monde, ou la même explication du monde, et auquel cas il va bien falloir se mettre d'accord sur mais qui a raison. Ensuite, on va prendre conscience des limites du registre explicatif. Alors c'est ce qu'on appelle la fissuration, c'est-à-dire que ce qui nous semblait aller de soi ne va peut-être pas aller tant de soi que ça quand je vais soumettre ma représentation au groupe et aux autres modes de pensée. Et enfin, mettre en place une situation pour permettre aux élèves de basculer vers de nouvelles conceptions plus acceptables, plus intelligibles, plus efficaces que les précédentes. C'est ce qu'on appelle le franchissement. Alors typiquement, par exemple, si vous faites une controverse sur les volcans, eh bien, des élèves, par exemple, pourront vous dire que le volcan naît, par exemple, d'un tremblement de terre. Et que de ce tremblement de terre, il y a de la terre qui se soulève, et puis ça forme un dôme, et le volcan apparaît de cette manière-là. Alors ça, c'est par exemple une représentation qu'un groupe pourrait soumettre aux autres membres de la classe. Et les autres élèves dire bah moi ça me semble impossible parce qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, il n'y a pas de volcan. Alors pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un volcan à chaque fois? Alors déjà on va voir qu'il va y avoir une fissuration ici. C'est-à-dire que l'élève va dire mais oui effectivement à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, j'ai pas entendu qu'il y avait un volcan à chaque fois qui apparaissait. Donc c'est peut-être pas l'explication qu'il faut donner pour expliquer la formation d'un volcan. Donc, les élèves vont être en curiosité épistémique, c'est-à-dire une curiosité pour savoir, comprendre, mieux comprendre ce qu'ils pensaient savoir. C'est ce qu'on appelle donc le franchissement, et là, on va donner toutes les conditions nécessaires pour que les élèves accèdent au savoir. Le savoir visé est indissociable de la démarche de la construction du problème, hein, c'est-à-dire qu'on le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a bien le savoir savant, bien sûr, qui va être construit in fine, mais il y a aussi tout le processus, et on le voit très bien, et j'espère que vous l'avez bien saisi, tout le processus qui est lui aussi, en fin de compte, un savoir-faire qui est indispensable à la maîtrise ou à l'accession de savoir savant. Donc il s'agit d'amener les élèves à construire un savoir scientifique raisonné qui, je le rappelle, part toujours d'un problème, le problème que les scientifiques se sont posés à un moment donné dans l'histoire. Donc on revient sur ces problèmes et avec les élèves, eh bien, on rediscute les conceptions, les représentations pour, au bout du compte, essayer d'aller au plus près de la réalité scientifique. Et vous verrez, c'est très étonnant, quand plus on fait de controverses avec les élèves, plus on se rend compte qu'ils sont capables, après discussion, échange d'arguments, d'aller au plus près de ce que les scientifiques ont trouvé en définitive. Alors, dans une controverse, tout le travail des élèves va être d'identifier ce qu'on appelle des nécessités. Alors, les échanges argumentatifs et les discussions permettent de délimiter le champ des possibles. Ce qui est possible, impossible, dans ce que disent les élèves, probable, improbable, dans les hypothèses qui vont être énoncées. Et ce sont les nécessités du problème posé. Par exemple, pour la nutrition, les nécessités obligatoires sont nécessairement, il y a une distribution. Alors, on ne sait pas comment elle se produit, où est-ce qu'elle se produit, qui l'a fait, mais nécessairement, il y a une distribution. Après, les élèves auront peut-être un modèle explicatif de cette distribution. Nécessairement, il y a un tri. Il y a un tri puisqu'il y a des choses qui sortent du corps, il y a des choses qui doivent rester, puisque pour grandir ou pour me donner de l'énergie, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit apporté au corps. Mais comme il y a des choses qui sortent, il y a bien un tri. Alors, où se fait-il? Comment se fait-il? Ça, ce sont les élèves qui vont avoir le modèle explicatif. Et il y a la nécessité d'une transformation. Bah oui, parce que je vois bien que la pomme que je mange, ce n'est pas une pomme que je rejette. Et la pomme que je mange ne doit pas non plus être une pomme qui va jusqu'aux mes cellules. Donc il y a une transformation. Où se produit-elle? Comment se produit-elle? Voilà, les vraies questions scientifiques qui sont très intéressantes. Les élèves nécessairement vont trouver ces nécessités, et de ces nécessités, ils vont construire un modèle explicatif. Les nécessités font qu'un savoir est scientifique.
Alors, tout ce que je viens de décrire, c'est-à-dire toute la démarche de controverse, c'est ce qu'on appelle la problématisation en sciences. La problématisation en sciences consiste à examiner systématiquement les solutions envisagées par les groupes ou par les élèves et à délimiter les possibles en identifiant les nécessités. Voilà. Donc tout le rôle de l'enseignant va être précisément d'amener les élèves à ce travail. Alors les conditions nécessaires à la mise en place d'une problématisation en sciences, qu'on appelle aussi une controverse, eh bien, les élèves doivent être capables de produire des modèles explicatifs différents. Donc ça dépend surtout de la manière dont vous allez poser la question. Plus la question va être scientifique, plus vous allez avoir de modèles scientifiques différents et donc des échanges beaucoup plus riches. Les modèles doivent être recevables, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire n'importe quoi, on n'est pas dans le mythe justement, hein, on n'est pas dans la littérature, on est bien en science, donc on est dans l'imagination, mais une imagination raisonnée. Les élèves doivent être capables de dire s'ils sont pour ou contre les arguments proposés, sans dire les leurs, hein, c'est toujours en critiquant ce qui est proposé dans chacun des groupes. Et un discours commun doit pouvoir être construit en délimitant le champ des possibles. C'est-à-dire qu'une fois que tous les groupes sont passés, eh bien, on s'entend sur ce qui est probable au bout du compte, après avoir discuté toutes les représentations. Alors, il peut tout à fait y avoir deux scénarios possibles, probables. Et il faut les prendre de manière égale, même si nous savons, nous, pertinemment, que l'un des deux scénarios est faux. Alors, très important, par conséquent, c'est le choix des groupes et l'ordre du passage. Et oui, parce que si vous voulez avoir une dynamique très forte argumentative, il vaut mieux faire passer dans un premier temps les groupes qui ont des modèles les plus éloignés de la représentation scientifique jusqu'au modèle le plus proche de la réalité scientifique. Les groupes aussi doivent être le plus homogènes possible pour ce qui est des modèles proposés, de façon à éviter que la controverse ait déjà lieu dans les petits groupes en dehors de tout contrôle. Donc ça, c'est important quand les élèves, par exemple, énoncent leur représentation de manière individuelle, il est très important d'identifier qui a des représentations à peu près similaires pour ensuite fabriquer les groupes. Et l'ordre de passage des groupes doit se faire des conceptions les plus naïves, comme je viens de le dire tout à l'heure, aux plus élaborées pour créer une vraie dynamique. Alors le rôle de l'enseignant, lui aussi, est très important. La controverse n'est pas faite pour que la classe se mette d'accord. L'enseignant ne doit pas chercher cet accord. Au contraire, plus il y a des accords, plus il va y avoir controverse, plus il va y avoir de représentations énoncées. Donc c'est très important. Pour ce faire, l'enseignant n'intervient à aucun moment dans la controverse, même indirectement, et surtout pas pour donner son avis. Quel que soit ce qui est dit, tout doit être pris de la même manière, de manière tout aussi sérieuse et discuté de manière aussi sérieuse, quelles que soient les hypothèses. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle de la réticence didactique, ou en tout cas un retrait nécessaire pour que la controverse puisse avoir lieu. Il peut préciser un argument, par contre, bien sûr, hein, il peut intervenir régulièrement pour reformuler ce qu'un élève a dit de manière un peu maladroite, ou pour redire de manière plus forte ce que des enfants n'auraient pas entendu, ou donner des compléments d'argumentation qu'il aurait lui entendu à l'intérieur des groupes. Ça, évidemment, mais surtout pas pour donner son avis. Il anticipe bien sûr l'ordre de passage des groupes, on vient d'expliquer pourquoi. Il veille surtout à la bienveillance de tous, pas de moquerie, pas de petits rires. Voilà, ça c'est absolument essentiel pour que chacun ose dire ses représentations. Surtout que vous verrez que justement ce sont ceux qui ont les représentations les plus justes qui sont quelquefois le plus moqués parce que il est souvent, ou ces élèves sont souvent les seuls à avoir cette représentation-là. Il synthétise pendant la controverse les nécessités. Donc, par exemple, on dira, si j'ai bien compris, pour vous, il est nécessaire que les aliments sortent du trajet. Bon, quelle est l'hypothèse? Et donc, vous allez aussi noter l'hypothèse. Donc, ça va sortir au niveau de l'estomac, par exemple, où les enfants diront, il y a 2 tuyaux, ça va sortir au niveau de l'intestin, ça va sortir nécessairement avant l'anus, mais où, etc., etc. Et enfin, peut-être avez-vous entendu parler de la démarche OERIC et Christian Orange, justement, souhaite la critiquer ou en tout cas démontrer son inefficacité la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que c'est que la démarche OERIC? La démarche OERIC, c'est O qui signifie observation, H hypothèse, E expérience, expérimentation, R résultat, I interprétation, C conclusion. Alors, le ERIC de OERIC, ça, il n'y a pas de remise en cause là-dessus. Par contre, ce qu'il remet en cause, c'est l'idée de partir d'une observation.
En science, en définitive, on part rarement d'une observation. On part d'un problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'observer quelque chose pour identifier un problème. Par exemple, je n'ai pas besoin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de mon corps pour partir d'un problème. Là, on l'a bien vu tout de suite. Il décrit aussi, par exemple, cette situation où on demande aux élèves, mais comment se fait-il que je puisse plier mon bras ? Il n'est pas nécessaire d'observer ce qui se passe à l'intérieur du bras pour pouvoir justement émettre un modèle explicatif à ce problème. Donc, il critique vertement la démarche oérique qui part de l'observation et préfère justement une démarche dite férique, le férique avec le P qui part du problème. Voilà, merci.